Aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu le média le plus rentable au monde, surpassant de loin le cinéma, la télévision ou encore la musique. En France, c'est 75% de la population qui joue au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Que ce soit ta mère qui se détend avec Candy Crush pendant sa pause du midi, ou ton frère qui passe 14 heures par jour sous League of Legends dans l'espoir de grimper Silver 4, tout en n'ayant pas touché de l'herbe depuis au moins 6 mois. Bref, tout le monde a déjà joué au moins une fois aux jeux vidéo. Et il n'est pas prêt de disparaître au vu des années toujours plus folles en termes de sortie et des moyens mis en œuvre pour nous proposer la meilleure expérience de jeu possible. Ou nous escroquer le plus d'argent possible. Mais bon, la plupart d'entre eux sont destinés à disparaître, se créent une réputation désastreuse et se mettent à dos leur communauté. Communauté de joueurs qui ont d'ailleurs un pouvoir énorme. Elles peuvent faire le succès ou l'échec d'un jeu. Mais à une certaine époque, ce même public aurait pu complètement disparaître, emportant avec lui l'avenir du jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le crash du jeu vidéo de 1983, l'année qui a failli signer la fin de cette industrie aux États-Unis. Contexte, on est en 1972 et le jeu vidéo n'en est qu'à ses débuts. À cette époque, seuls quelques jeux de niche sont disponibles sur les bornes d'arcade et sont souvent très mauvais. Et c'est dans ce contexte qu'une société, Atari, décide de frapper fort en lançant la première console de salon de l'histoire, la Magnavox Odyssey. Cette console marque une révolution, car elle permet aux joueurs de profiter des jeux depuis chez soi, sans avoir à se rendre dans un cybercafé où chaque partie est payante. Là, pour moins de 100 €, n'importe qui peut désormais s'offrir une console avec plusieurs jeux disponibles en illimité. Mais c'est surtout un jeu qui va propulser le jeu vidéo vers le grand public, Pong. Ouais, en comparaison avec les standards d'aujourd'hui, ce jeu peut paraître simpliste, mais à l'époque c'était un véritable phénomène, offrant pour la première fois un jeu multijoueur. Les Américains deviennent rapidement accros et dépensent des milliers de dollars dans les salles d'arcade. Cette première vague de succès va encourager de nombreux développeurs qui créeront des jeux d'arcade emblématiques des années 70, comme Galaxian, Space Invader et surtout Pac-Man, qui va finir de faire taire les gens qui pensaient que le jeu vidéo ne serait qu'une mode éphémère. C'est le mot de Richelieu. Tout semble bien se passer. Atari vient de lancer la seconde génération de consoles avec l'Atari 2600 qui permet de vendre les jeux vidéo en cartouches séparément de la console, ce qui offre deux avantages. Le premier, c'est d'offrir aux joueurs une plus grande liberté de choix. Et le second, c'est qu'on peut maintenant mesurer le succès des jeux séparément. Le jeu vidéo connaît un succès brutal et rien ne semble présager un effondrement. Pourtant, cette période est loin d'être aussi stable qu'elle en a l'air. Et Atari en particulier va plonger dans une véritable descente aux enfers. Même si l'invention des cartouches est un véritable bouleversement, celle-ci engendre pas mal de tensions. Les développeurs d'Atari, qui peuvent maintenant estimer le succès de leur jeu, se rendent compte que même si leurs créations font des millions de ventes, ils ne sont ni crédités, ni même promus pour leur succès. Le premier à se rendre compte de ça, c'est Steve Wozniak, le programmeur de Breakout, qui ne recevra que 11 000 $ alors que son jeu en a rapporté plus de 100 millions à Atari. Il décide de rassembler les programmeurs de la société puis de tous quitter l'entreprise en même temps pour fonder Activision, le premier studio de jeux vidéo indépendant. Activision deviendra plus tard célèbre pour des titres comme Guitar Hero, Call of Duty ou encore Quake. Malheureusement, ils fusionneront avec Blizzard en 2008 et détruiront leur réputation en faisant des suites horribles à d'excellents jeux et en les blindant de microtransactions. Le plus célèbre exemple étant Overwatch, qui a eu une suite free-to-play en 2022, où si tu veux avoir tous les skins du jeu que tu as eu gratuitement sur le premier opus, tu dois soit dépenser plus de 10 000 €, soit jouer non-stop pendant plus de 400 ans. Un procès a lieu entre Atari et Activision et ces derniers gagnent, permettant à Activision de produire des jeux pour l'Atari 2600 et de toucher des revenus dessus. Ce verdict fait office de jurisprudence. Maintenant, n'importe quel éditeur tiers peut développer des jeux pour n'importe quelle console. La voie est ouverte pour un développement énorme des studios indépendants et d'éditeurs tiers. Dès 1974, des milliers de personnes lancent des petits studios de développement. Non pas par passion pour le jeu vidéo, mais par pur opportunisme. Malheureusement, beaucoup de ces nouveaux venus n'ont ni l'expérience, ni les compétences nécessaires pour produire des jeux de qualité. Et faute de créativité et de passion, ils se mettent à copier ce qui existe déjà. Et bientôt, des millions de cartouches viennent créer un raz-de-marée sur le marché américain, imitant les grands succès de l'époque. Non seulement les jeux sont plagiés, mais les consoles aussi. Entre 1974 et 1982, plus de 1430 consoles sont commercialisées. Ça fait 2 consoles créées par jour pendant 8 ans. Ce développement anarchique des clones, couplé à la montée des ordinateurs, fait que pas grand monde ne s'intéresse aux consoles de salon.
Pour les familles de classe moyenne, un ordinateur, qui offre des fonctionnalités multiples comme le traitement de texte et une meilleure qualité audio et graphique, est un investissement plus logique que l'achat d'une console. Cette concurrence va nuire aux plus gros studios, et particulièrement Atari. Non seulement la société a perdu ses programmeurs, mais en plus, elle doit faire face à des milliers de concurrents qui ternissent indirectement la réputation du jeu vidéo, car la plupart de ces nouveaux venus sont incompétents et font faillite en moins de 2 ans. Pour rester dans la compétition, Atari décide en 1982 de faire une version de Pac-Man sur Atari 2600, accessoirement le jeu le plus connu et aimé de la planète à cette époque. Faute de programmeurs compétents, Atari confie le projet à une petite équipe inexpérimentée de 15 personnes, dont un putain de boulanger. Est-ce que vous avez déjà vu un boulanger faire un jeu vidéo? Non? Et bien pour une raison très simple, c'est pas son taf. Boum nigger. Le résultat est catastrophique. Le jeu est truffé de bugs, les graphismes sont dégueulasses, les fantômes clignotent et les couleurs sont fades. Cette adaptation est bâclée et est considérée comme l'une des pires de l'histoire. Mais, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et misent tout sur une adaptation du film E.T. de Steven Spielberg. Atari réussit à obtenir les droits pour sortir le jeu en même temps que le film, espérant un succès similaire à celui de Pong. Problème, les développeurs n'ont que 5 semaines pour créer le jeu, et ils n'ont eu qu'un bref résumé du film. Comme vous pouvez vous en douter, le résultat est immonde, et même à l'heure actuelle, il est toujours considéré comme le pire jeu vidéo de l'histoire pour beaucoup de gens. Bien que le jeu se vende à 7 millions d'exemplaires en un mois, des dizaines de milliers de personnes demandent un remboursement. Les ventes s'effondrent, et la réputation d'Atari est définitivement finie. Pour tenter de récupérer les pertes, Atari baisse le prix de tous ses jeux, en les divisant par 7. Mais cela ne suffit pas. L'entreprise qui détenait encore 80% des parts du marché il y a 2 ans, ne devient que l'ombre d'elle-même. Atari auront tellement honte qu'ils enterreront des milliers de cartouches d'E.T. dans le désert du Nouveau-Mexique. Pendant longtemps, cela restera une légende urbaine, jusqu'à ce que des fouilles révèlent la présence de ce cimetière de cartouches en 2014. La situation devient si critique que la quasi-totalité des studios de jeux vidéo disparaissent, faute d'acheteurs. En 1984, Warner, principal soutien financier d'Atari, décide de couper les ponts, amenant l'entreprise vers la faillite. Pour l'industrie vidéoludique nord-américaine, c'est la fin. Le marché s'effondre et les éditeurs disparaissent progressivement. En un an, l'argent généré par le jeu vidéo a été divisé par 7, ce qui est absolument colossal. Le jeu vidéo semble condamné en Amérique du Nord. Oui, je précise bien depuis le début de la vidéo, Amérique du Nord, parce que cette crise n'affecte ni l'Europe ni le Japon. Pour l'Europe, les studios américains n'ont ni les moyens, ni l'ambition de se lancer à l'international, ce qui limite le nombre d'éditeurs tiers et permet aux grandes entreprises un meilleur contrôle qualité. Et au Japon, le crash n'a pas lieu, car le marché reste très focalisé sur les bandes d'arcade, les consoles de salon étant bien moins populaires. Cette différence va permettre au Japon de devenir le pilier du jeu vidéo mondial. C'est d'ailleurs là-bas que va renaître l'industrie, avec l'arrivée d'un acteur clé, Nintendo. Après avoir commencé avec des jeux de société et développé quelques titres pour l'Atari 2600, Nintendo se lance en 1980 dans la production de ses propres consoles. Et ils inondent le marché japonais avec les séries de consoles Color TV Games et Game & Watch, qui rencontreront un succès fulgurant. Donc ce perso que vous détestez affronter sur Smash Ultimate avec son hobby de merde, bah sans lui, on n'aurait pas eu tous ces jeux là. Mais le véritable succès de Nintendo arrive avec la Famicom, une console de salon sortie en 1983. Elle sera plus tard exportée aux États-Unis sous le nom de Nintendo Entertainment System, ou plus simplement, la NES, qui va apporter un renouveau en termes de qualité dans l'industrie, avec des jeux cultes comme Super Mario Bros, The Legend of Zelda ou encore Metroid, qui feront des centaines de millions de ventes et qui feront ouvrir le jeu vidéo au grand public. Pour garantir la qualité de ces jeux et éviter les erreurs d'Atari, Nintendo impose un contrôle strict sur les jeux qui sortent sur la NES. Chaque jeu doit obtenir une licence officielle de Nintendo marquée par le logo Nintendo Seal of Quality. Ce sceau assure que les jeux sont soigneusement testés pour éviter les bugs et maintenir des sorties de qualité, tout en permettant à Nintendo de toucher de l'argent sur chaque vente de jeux indépendants. Bien que cette politique soit controversée, elle aura permis un contrôle total de Nintendo sur les éditeurs tiers et de s'assurer que les jeux n'ourinent pas la réputation de la console, comme ça avait été le cas avec E.T. et l'Atari 2600. En seulement quelques années, la NES devient un phénomène mondial et permet à l'industrie du jeu vidéo de renaître de ses cendres avec à son plus haut pic 90% des parts du marché. Grâce à l'innovation et à la qualité de ses jeux, Nintendo regagne la confiance des joueurs et prouve que le jeu vidéo a un avenir prometteur. L'industrie est sauvée et, de là, des dizaines de nouveaux développeurs se lancent dans la création de jeux inspirés par le succès de Nintendo. Et parmi eux, Sega, qui lancera la Master System en 86,
puis la Mega Drive en 91, ce qui sonnera le début de la guerre des consoles entre Mario et Sonic, une période qui marquera toute une génération. Du côté d'Atari, après des flops répétés pendant presque 20 ans, ils se feront racheter en 2001 par Hasbro, une société de jouets, et changeront de nom 2 ans plus tard pour devenir Infogrames. Et à partir de ce moment-là, ils vont devenir un véritable pilier du jeu vidéo. En fait, non. En France, ils sont littéralement connus pour une seule chose, c'est parce que le joueur du grenier a fait de sa marque de fabrique d'insulter le jeu Infogrames tellement ils sont mauvais. Et il le fait à toutes les sauces. Des jingles, des parodies de chansons Disney. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Même dans la vidéo des 11 ans, ils jouent un rôle important. Ça fait maintenant plus de 40 ans qu'ils essayent de se refaire une bonne image. Malheureusement, c'est pas en faisant des jeux plus médiocres les uns que les autres qu'ils y arriveront. Du côté des États-Unis, il aura fallu plus de 6 ans pour que les ventes de consoles atteignent ce qu'elles étaient en 1983 et attendre 2001 avec la Xbox de Microsoft pour qu'une entreprise américaine revienne sur le marché. Étant donné que plus aucun investisseur américain n'avait confiance envers le jeu vidéo après la catastrophe qu'avait été Pac-Man et E.T. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo est en constante expansion sur tous les supports, la qualité des jeux est presque toujours, on dirait des merdes congelées qu'on aurait plantées dans le sable. Vérifiées soigneusement, et les partenariats entre les constructeurs de consoles et jeux indés sont de plus en plus nombreux, nous permettant par exemple de se retrouver avec Celeste, Undertale ou encore Hollow Knight sur tous les supports. Ce qui est sûr, on n'aurait pas eu des jeux vidéo d'une telle qualité si le crash n'avait pas eu lieu. C'était ACDF, à bientôt pour une prochaine histoire au coin du feu.